Mad Max, why don't you Call him Mad Max. show yourself out, man? Call them Mad Max. Mad Max, master of the ground and pound. Every revolution starts with a moment like this, man. Radio Mad Max. Radio Mad Max. Radio Mad Max, la radio des chiens de la Cax. De quoi le pays a besoin? Il a besoin d'ordre, bon sang. 35 heures de trop. Et de retour sur Radio Mad Max, la radio des chiens de la Cax. Et j'espère que vous allez aller dans vos lieux associatifs pour jeunes respectifs. Pour les déglinguer. Exactement. Par le feu, pour le feu. Hashtag médiathèque. Et ça va être également, du coup, le feu, ça permet d'enchaîner sur le texte qu'on va lire ensuite, qui s'appelle « Lorsque le feu s'en prend aux métropoles ». Donc un texte qu'on peut retrouver sur le site Sur la tête des rois, WordPress.wordpress, et qui est du coup un texte qui a été écrit suite aux émeutes de 2005. Voilà. Et qui, je pense, va permettre aussi un peu de... Peut-être à partir de ce texte, on pourra réfléchir justement au rapport entre ce qui se passe actuellement et les émeutes de 2005 et qu'est-ce que ça peut nous permettre d'élaborer comme perspective et comme réflexion. Et ben, je sais pas si quelqu'un a envie de le lire, sinon moi je prends la lecture. Si tu me le mets, je lis. Allez, tac. Attends, non, c'est pas celui-là, pardon. Et moi le C'est bon. celui-là. Ok. Tu peux zoomer un peu plus. Ouais, c'est pixelé. Lorsque le feu s'en prend aux métropoles. Les émeutes qui font flamber les métropoles ont, dans la bouche pleine de cadavres des commentateurs de tous bords, vite abandonné, pour ne pas dire jamais eu, un caractère vivant, exponentiel, auto-entretenu, autonome et fondamentalement antidiscursif, pour se fondre justement dans des discours, des interprétations, des palabres politico-morales, pour perdre dans les catégories misérables de l'analyse, éclairer tout ce qui les subjective et en fait la force. Expliquer, il faut expliquer ce qui se passe, pour condamner, pour justifier, pour trouver un réceptacle à sa bonne conscience humaniste, pour se rassurer, pour évacuer la peur de ce que l'on n'est pas en mesure de vivre et d'étreindre. L'inflation discursive, dont le ressort est toujours au final de désamorcer, neutraliser, canaliser, enterrer, accompagne en général l'inflation des dispositifs du contrôle. Dans la guerre qui est menée, rien d'étonnant donc que l'État, le capital et l'ensemble de leurs composantes mettent en discours le réel pour mieux condamner dans les mots et surtout dans les prétoires, pour condamner dans les mots et surtout dans les prétoires, je dis deux fois la même phrase, pour éradiquer, enfermer, reléguer, expulser. Que la gauche en fasse de même pour resservir sa soupe d'alternatives gestionnaires à visage humain, ces misérables petites stratégies de pacification de proximité, de gentils contrôles préventifs qui viennent s'opposer, on ne sait trop comment, aux méchants contrôles répressifs. Mais le ressort de la mise en discours, l'hystérie explicative deviennent plus problématiques lorsqu'elles sont censées justifier ce qui s'émeut. Comme si un mouvement qui, de lui-même, ne formalise pas le besoin de justifier ce qu'il entreprend, de revendiquer, de caractériser sa dynamique. Alors en fait j'ai du mal à lire parce que c'est trop pixelisé. Quelqu'un peut enchaîner? Reprendre à comme si un mouvement qui au milieu du paragraphe de gauche. Comme si un mouvement qui de lui-même. Au milieu du paragraphe de gauche, comme si. Désolé, hein, c'était trop. Comme si un mouvement qui de lui-même ne formalise pas le besoin de justifier ce qu'il entreprend, de revendiquer, de caractériser sa dynamique. Alors révolte politique, émeute spontanée, étincelle pré-révolutionnaire, insurrection désespérée contre la discrimination néocoloniale et l'exclusion sociale, avait besoin des habitués de la rhétorique militante pour le faire après coup et à sa place. Ils ont raison de se révolter. Ils en ont marre de subir au quotidien la violence de cette société, ils se sentent exclus de tout. Flash info spécial, un incendie très important. Priorité au direct. Priorité au direct à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Bravo aux incendiaires et on poursuit la lecture du texte. De quoi, Max? Un incendie. Ah d'accord. C'est
Bah, vive le feu, écoute. Hein, Tant que ça brûle. Voilà, tant que ça brûle, on est content ici. Tant que ça brûle, ça brûle. On me signale un barbecue. On signale un feu de forêt au Canada aussi. Hein. Un barbecue juste à côté de Mairie d'Aubervilliers. Où en étais-je? Et dans le Poitou-Charentes. Ils ont raison de se révolter, ils en ont marre de subir au quotidien la violence de ces sociétés, ils se sentent exclus de tout. Leur révolte est légitime et on doit la comprendre, etc. Tout ceci était entre guillemets. Comme si l'incendie appelait à sa rescousse une instance de légitimation qui lui est exogène pour rendre acceptable et intelligible qu'il est. Pour fournir à l'insaisissable une continuité politique et pourquoi pas déboucher sur quelque chose. Mais ce qui se passe est là pour démontrer qu'il n'y a rien sur quoi déboucher. L'invocation perpétuelle de la légitimité est de surcroît assez étrange. En instituant une zone supérieure de principes universels auxquels on doit se référer pour évaluer la justesse et la pertinence de telle ou telle action, elle constitue une autorité concurrente de celle du domaine de la loi. Mais qui définit ces principes et au nom de quoi? Ce qui est défini à travers le prisme juridico-judiciaire comme crime ou délit est interprété et réinterprété à la lumière de la légitimité pour retrouver toute sa dignité. Oui, excuse-moi. Ce qui est légitime n'est pas un crime, n'est pas un délit, abonde dans ce... J'ai failli renverser un cendrier, désolé. Crime de lèse-majesté. Abonde dans ce cas, il conviendrait de rédiger un code pénal alternatif car jusqu'à présent, un crime ou un délit est ce qui est produit comme tel dans les textes de loi ou devant les tribunaux. Il n'y a pas de délit, il y aurait que délit qu'après le délibéré. Belle interjection. Et non pas imaginé dans la tête de chacun en fonction de son petit code de légitimité. Tirer sur les flics, incendier un commissariat sont des délits ou des crimes. Laissons cette évaluation à l'État et à la justice. La question n'est pas de recaractériser quoi que ce soit, mais d'en prendre acte et de s'en réjouir. En opérant une symétrie par rapport à la zone de la légalité, l'invocation de la légitimité procède en fait à un odieux mimétisme avec les catégories de l'État et de la justice. Car c'est au nom de la légitimité que sont répandus les discours judiciaristes, que l'on proclame des envies mortifères de punition, que l'on s'improvise procureur en mettant en accusation la police et la justice coloniale, que l'on fantasme des tribunaux populaires où pourront avoir lieu les procès de la prison ou du capitalisme prédateur, etc. Contourner le réel pour mieux le piétiner. Les discours explicatifs et interprétatifs procèdent trop souvent d'une logique d'extériorité à l'égard de ce qui s'ébranle sous les yeux de ceux qui les formulent. Une extériorité des postures qui vient reformer le triomphe de la séparation. Mais c'est oublier que chacun fait ce qu'il a à faire. C'est oublier que l'exploitation, le salariat et le chômage, le travail et sa discipline, la précarité de nos vies, des vies et l'isolement des désirs nous enserrent tous dans le même rapport capitaliste. Que l'État, ses prisons, ses tribunaux, ses flics, ses législations d'exception, ses écoles, ses assistantes sociales nous mutilent tous. Que le quadrillage du territoire, le contrôle, les déplacements sous surveillance, l'urgence sécuritaire nous placent tous dans le même étau. À partir du moment où nous établissons un même rapport de classe. Peu importe les seuils de pauvreté décrétés par la sociologie et l'État, la forme de nos logements, les lieux que nous fréquentons, nos rêves et nos attentes. Nous sommes la même classe qui se constitue en s'exerçant. Nous réchauffons nos cœurs auprès du même brasier. En face, les vieilles dichotomies sont resservies à chaque fois, pour à tout prix constituer, face à ce que tout un chacun ne veut pas ou plus incarner, un nous, une ligne de conduite, une communauté d'appartenance solvable. Le nous était entre guillemets. Sans même s'apesantir sur la césure entre immigrés animés du désir de s'intégrer et mauvais étrangers, tant pis d'ailleurs s'ils sont français, dont l'incompatibilité avec les mœurs de la République n'a d'égal que le goût du chaos. Il y a l'opposition classique et multiséculaire entre bons et mauvais pauvres, méritants et non méritants, travailleurs, chômeurs et même bourgeois, bohèmes ou pas, tous ensemble unis dans une unanime identification aux bons prolos qui galèrent tous les matins pour aller suer au turbin et gagner difficilement de quoi nourrir leur gentille famille authentiquement ouvrière, et qui en guise de récompense se fait cramer leur caisse par des petits agités sans scrupules. Pleurnichant à l'infini sur un travail de merde et un salaire de misère, comme s'il ne restait que ça à quoi se raccrocher, comme si l'amour de l'usine ne permettait plus d'apprécier quelques jours de chômage forcé. Vient ensuite la dissociation consubstantielle aux déjà anciennes naissance et croissance du mouvement ouvrier entre, d'un côté, la classe ouvrière, classe du travail consciente d'elle-même, dressée, fière de sa condition dans la lutte pour le salaire et l'emploi, raisonnable dans ses revendications légitimes, ancrée dans le compromis social ou dans la perspective révolutionnaire, au cœur du rude combat quotidien pour l'égalité économico-sociale et l'émancipation de toutes et tous. De l'autre, le sous-prolétariat infantile et incontrôlé dont les modes d'action primitifs ne vivent que le temps d'une flambée sans lendemain, dont la vocation est d'être récupérée par la bourgeoisie
et dont le principal effet est de venir graisser la machine répressive qui s'abattra sur la classe ouvrière en lutte. Quid de la violence? D'un côté, une violence révolutionnaire salvatrice, saine et juste, car destinée à faire rendre gorge à l'odieux exploiteur. Une violence qui surtout vient en son temps, respectant le timing du grand soir et le protocole de la théorie du prolétariat. De l'autre, une violence archaïque, absurde, qui frappe à l'aveugle et de toute façon inutile car non accoucheuse de l'histoire. Comme si la question était d'opérer sans cesse des discernements. Aucune violence prolétarienne n'est, entre guillemets, propre, ni inscrite dans l'agenda de la lutte des classes, et tant mieux. Et de reléguer dans les larmes de la révolution à venir l'absolue nécessité de la confrontation. Il s'agit plutôt de cerner là où se situe l'antagonisme de classe, sans lui accorder de bons ou de mauvais points, et de faire croître l'implosion qui mine la société, ici et maintenant. Posture irréconciliable? Sans doute. En effet, comment un brave travailleur syndicaliste, convaincu des vertus de la négociation salariale, et son camarade adepte de l'une des chapelles gauchistes, tous deux engagés de tout leur être dans la défense bec et ongle du service public, peuvent-ils se solidariser avec des jeunes prolétaires qui crament justement des commissariats, des écoles, des postes, des prisons? Entre parenthèses, non, tant pis. Des centres d'impôts, des bus. Sortons des obscénités sociologiques, des analyses politiques, et plaçons-nous du seul point de vue qui vaille le coup, celui de la classe. Si l'explosion joyeusement incontrôlée a eu lieu, et si elle est appelée à se poursuivre, c'est justement à cause des longues décennies de défilés syndicaux et gauchistes pacifiés, morne cortège d'un enterrement perpétuel de la combativité de classe, avec parfois mais trop rarement des irruptions de fièvre. Des décennies de négociations collectives, de collaboration sociale, de journées nationales d'action perlée et inoffensive, de campagnes électorales et référendaires, de grèves ponctuelles et bornées à tel secteur d'activité, de mobilisation citoyenne. Les incendiaires savent très bien les impasses des canaux traditionnels de la revendication politico-sociale, des modalités des luttes dans lesquelles les parents se sont engagés et ont perdu. En ce sens, l'incendie s'affirme aussi comme une insurrection interne au prolétariat, et peut-être contre une certaine praxis du prolétariat, intégrée au rouage du capital et assurant sa reproduction. L'incendie est une prise en acte de l'inutilité et de la tristesse des luttes revendicatives actuelles, syndicales, gauchistes, citoyennes, altercapitalistes. Et c'est la conscience de cette inutilité et de cette tristesse qui, si elle peut un jour conduire à la déréliction et à l'abattement, peut se métaboliser le jour d'après en une pratique subversive et venir happer dans une même force de frappe ceux qui d'habitude se tournent le dos. Lorsque les prolétaires s'affrontent aux flics et menacent de faire sauter leur usine, lorsque la sauvagerie ouvrière déchire le compromis social, lorsque les machines du cauchemar industriel et du contrôle sont sabotées, lorsqu'une prison ou un centre de rétention implose grâce à une évasion collective, à chaque fois que la monotonie d'un défilé bêlant se brise en même temps que les vitrines, lorsque le feu s'en prend aux métropoles. Décembre 2005, signé Les Indigestes de la République. Bah, en vrai, ce qui est assez intéressant avec ce texte, c'est que il s'attaque à différentes franges, je trouve, de la gauche. À la fois les un peu ce qui peut être les marxistes plus orthodoxes ou les trotskistes type LO ou comment le NPA, Révolution permanente, etc. Qui vont poser la question des émeutes sur un terrain en fait judiciaire, à la fois en disant que les émeutes sont légitimes, alors je sais plus quelle connerie j'ai vu de passer de l'UCL là, un truc genre Votre colère est légitime. la colère populaire est légitime ou je sais pas quoi, un truc comme ça quoi. Et aussi ce discours-là, il s'imbrique très très bien avec et ce qui est à mon avis aussi ce qui est critiqué dans ce texte-là, qui est le discours de en gros vérité et justice quoi. De dire que ces émeutes-là ont pour principal moteur la recherche d'une justice qui serait plus juste, plus équitable, plus qui jugerait bien, etc. Enfin, et qui du coup pose les émeutes dans justement quelque chose de revendicatif et qui voudrait améliorer les droits et la manière dont se fait la législation, quoi. Et pas du tout comme ce qu'elles sont, à savoir, en tout cas, je pense que c'est un des trucs qui est intéressant en 2005 et qui se repose là, c'est justement l'absence de communication en fait,
quelque part l'opacité entre les émeutiers et le reste du champ politique traditionnel, quoi, qui justement a besoin pour fonctionner de représentants, de porte-parole, etc. De mots d'ordre. De mots d'ordre, exactement. Ce que font pas du tout les émeutes, quoi. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que la gauche et l'extrême gauche se dissocient. C'est toujours des dissociations qui peuvent être un peu subtiles, quoi. Que ce soit en condamnant certains faits, enfin en encourageant ce qui se passe, mais en disant que ça nécessiterait une conscientisation, entre guillemets, ou en se dissociant d'une partie des actes des émeutes, mais en condamnant d'autres. Enfin, typiquement, je crois que c'est Lutte ouvrière qui a fait ça, là, qui condamne le fait que les MJC et que les médiathèques soient brûlées, alors que les pillages, c'est ok. Machin. Enfin, c'est un truc, c'est un peu ça le discours. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Wicker Trashcan, il y a un truc où effectivement la gauche se dissocie moins sur ces émeutes-là, plutôt qu'en 2005, où en 2005 il y avait quand même la dissociation, elle était allée de la fédération anarchiste à peu près, enfin en gros à peu près toute la gauche, quoi, et l'extrême gauche, ouais. Et donc l'AFA, Lutte ouvrière, tous ces gens. Parce que la FI a un truc de surfer sur une vague, et du coup de se dire qu'on va réussir à capter ce truc-là, en fait, et d'en faire leurs militants, genre leurs émeutes, parce qu'ils n'ont pas appelé au calme directement, ils ont fait les malins sur les plateaux en appelant la justice, qui est vraiment une enculerie, parce qu'appeler la justice, c'est appeler au calme, la résolution par la justice, parce qu'ils essaient de promouvoir la réforme de l'État pour apaiser la situation. Et l'abrogation d'une loi, de la loi de voilà, c'est ça. 2017, là. S'ils cherchent une réforme qui va contenter la situation, et ils mettent le dos là-dessus pour dire c'est ça l'opposition qu'il faut tenir, etc. Mais c'est vraiment des gens à combattre, et en fait ils se sont déjà fait virer de plusieurs endroits. Pour le coup, dès le début, ils ont été visés. Une vidéo qui a beaucoup tourné d'un député LFI qui était allé à Nanterre et qui s'est fait taper dessus avec un mortier, machin. Et qui était parti. Non, mais il s'est pris en gros, il s'est fait dégager. Il s'est fait voilà, dégager, après on n'a pas la suite de la vidéo non plus. Partir, quoi. Mais par rapport à ce que dit Wicker Trashcan, c'est vrai que dès le début de ces trucs-là, de ces émeutes, là, la gauche, pas toute la gauche, hein, c'est principalement LFI et les tendances trotskistes républicaines, là, Révolution permanente, NPA et LO, qui ont eu des postures assez, pour le coup, comment dire, pas du tout fermes par rapport à 2005 par exemple, ou ce qu'ils peuvent faire d'habitude pour même les violences des manifestations de la réforme des retraites, puisqu'il y en avait qui étaient en mode effectivement on condamnera pas, on n'appellera pas au calme, mais on appellera à la justice ou à la mise en œuvre de politiques sociales dans nos quartiers, machin, etc. Ce qui est une manière de se détourner de la question tout en paraissant subversif, mais tout en ne l'étant pas. Là, avec l'attaque des bâtiments publics, mairies, écoles, tout ça, et du maire, là le maire c'est un gros truc, du coup ils se sont tous débinés sur ça. Après il y a aussi le fait que par exemple ceux qui sont, parce que LFI c'est démocrate, après il y a par exemple Révolution permanente qui du coup se dit révolutionnaire, tout ça, eux ils sont dans un truc de ok, la colère elle est là, on la condamne pas, etc., mais par contre il faut canaliser et diriger avec une direction politique, donc avec en gros ce qui eux ils pensent les vrais militants. Il faut qu'il y ait une direction de vrais militants qui encadre et dirige la colère des quartiers et tous ces jeunes qui se révoltent face en vrai à l'insupportabilité de cette situation. Et du coup c'est toujours la même soupe, hein, la récupération, la direction, la négociation future, puisqu'en vrai révolution devenir les têtes qui n'existent pas voilà. du mouvement, des émeutes, quoi. Et après oui, pour le coup effectivement un peu pour rebondir avec ce que dit Wicker Trashcan,
que la répression judiciaire peut être effectivement moins, mais je pense pas que ce soit automatique pour le coup, mais peut être moins sévère si il y a une partie de l'opinion publique qui se range derrière les émeutes. Mais après, c'est pas un truc qui est du 100%, quoi. Enfin, je veux dire, les gilets jaunes, ça avait quand même été assez soutenu par la population, entre guillemets. Et il y a quand même eu des peines de ferme distribuées à l'appel. Il faut dire que, surtout que l'appel à la judiciarisation des choses, c'est juste l'appel à la répression du mouvement. Puisque même ceux qui en appellent à la justice pour le keuf, je veux dire, là le keuf il est en détention provisoire, les émeutes n'ont pas cessé, elles cesseront pas parce qu'il sera condamné, même s'il était condamné demain, elles cesseront pas. Il y aura peut-être des gens qui arrêteraient tout ça, mais ce serait pas, ça changerait pas le fait que là il y a eu un élan de révolte et que les gens ils se révoltent pour beaucoup plus que juste un événement qui s'est passé, qui est certes tragique, mais ce qui s'est passé dans plein d'autres situations où il n'y a pas eu de vidéo, etc. Et que en appeler à la judiciarisation, c'est aussi en appeler à la judiciarisation des émeutiers, de tous les révoltés qui tous les jours luttent contre l'État, son ordre, les capitalistes, etc. Et que du coup, en vrai, c'est donner juste du pouvoir à la main qui va ensuite balayer tout le monde, quoi. Après, quand tu dis ça s'arrêtera pas, moi j'aimerais bien que justement on réussisse à discuter de est-ce que c'est déjà pas un peu en train de s'arrêter là? Parce que la question que je me pose, moi, c'est déjà, est-ce qu'on a les moyens d'avoir un peu de la visibilité sur l'ensemble de ce qui se passe pour établir un constat? Je suis pas sûr. C'est possible juste de faire des hypothèses. Déjà, il faut se rappeler de ça. Mais quand même, moi, je croise deux trucs. Je croise ce que je vois sur ce qui se passe autour par Internet et ce que je vois à Montreuil sur les nuits et ce que j'entends aussi depuis chez moi. Et il y a quand même la question que il y a un jour, il y a 2 soirs où il y avait clairement une partie des émeutiers qui n'étaient pas là. Alors peut-être ils étaient ailleurs, tant mieux, etc. etc. Mais tous ceux qui viennent avec plein de mortiers à scooter, avec 20 scooters, etc. etc. et qui tiennent vraiment en respect la police et qui sont vraiment très actifs dans porter la conflictualité et venger Naël, etc. Ils n'étaient pas là et il restait que en gros les milieux un peu radicaux qui se baladent et qui essayent d'intervenir là-dedans et les petits frères, ce qui a l'air d'être les petits frères vu leur âge, qui pour le coup sont quand même venus. Évidemment, sans la présence des gens dont je parle, les choses n'ont pas pu se développer aussi fort. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une présence policière, vu qu'il n'y avait pas de munitions pour les tenir en respect, alerte info. Flash info, priorité au direct. Alerte info. Puisque nous avons des feux à Montpellier dans le secteur de la Paillade. Et ça y est. Allez. On espère que c'est le début d'une émeute dans la région du sud de l'Occitanie. En gros, désolé Bob, t'inquiète. La question que je veux poser, c'est quoi le degré de soumission à des groupes organisés de base dans les cités et qui fournissent pas mal de munitions et qui ont été une force incroyable de propositions pour ces derniers jours-là. Mais en fait, une fois que ces gens vont partir, ou alors une fois qu'ils vont plus avoir de munitions, ou etc. Est-ce que tout ça va pas mourir? Comment faire pour que ça soit pas le cas? Parce qu'il faudrait du coup que tous les autres gens qui participent à ces émeutes du coup deviennent un peu aussi ouf que ces gens-là, s'organisent aussi au même niveau, avec des réseaux qui se construisent, etc. Et ça, pour le coup, pour l'instant, c'est pas du tout gagné. Enfin, j'ai l'impression que la situation est quand même assez dépendante de l'intervention d'autres gens et que du coup c'est fragile aussi parce que là ça se voyait bien qu'une fois qu'ils n'étaient pas là, il se passait pas rien non plus parce qu'il y avait quand même plein de gens qui avaient la rage, mais c'était beaucoup plus compliqué. Et ouais, ça c'est un peu le truc qui m'inquiète aussi parce que ces réseaux-là dans les cités, ils sont en lien avec les réseaux de deal et que les intérêts des réseaux de deal, c'est vraiment pas toujours les mêmes que ceux de la perspective révolutionnaire. Par exemple, en 2005, ça a aussi été une force de pacification très importante parce que s'il y avait des interdictions posées par les TES, interdiction de foutre le bordel aux endroits où il y avait des organisations fortes,
Et du coup, les émeutes, elles ont pu avoir lieu un peu qu'aux endroits où il n'y avait pas ça, quoi, où c'était pas des gros fours, etc. Et ouais, il y a pas mal de quartiers de Nanterre qui n'avaient pas bougé, du coup, et effectivement, et Marseille aussi, en fait. En vrai. Et là, c'est un des trucs qui est étonnant dans les émeutes. Parce que du coup, ça demande une confrontation avec ces réseaux. Et ça demande qu'il y ait du conflit qui se passe en réel, quoi. Et alors, c'est possible de tenir ces conflits, c'est possible d'y participer, etc., etc. Mais c'est pas gagné, quoi. Et pour le coup, c'est ça qui m'inquiète un peu sur la suite, c'est qu'on soit trop dépendant de ces gens-là, en fait, d'une certaine manière. Et que même à l'intérieur des cités, etc., il y ait une trop grande dépendance à ces réseaux, à leurs chefs, etc., etc. Et que du coup, les forces de pacification, elles soient trop grandes une fois qu'elles se lancent. Parce que, en vrai, pour le coup, il y a une différence qu'on n'a pas évoquée avec 2005, c'est que 2005, c'était vachement plus commando, en vrai, que émeutier. Ça s'appelle les émeutes 2005. Il y avait des mouvements émeutiers, etc. Mais la normalité, ce qui se passait, c'était quand même beaucoup plus des commandos d'action. Et je veux dire, là, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus des émeutes. C'est beaucoup plus des moments où c'est la guerre dans la rue et où tu descends de chez toi et tu y participes. Et où tout est filmé tout le temps, etc. etc. Mais donc ce truc-là, il y a un truc à jouer parce qu'il y a un moment dans lequel c'est possible d'intervenir, dans lequel c'est possible d'exister dans le conflit, de tenir des positions, de critiquer des trucs, de s'embrouiller avec des gens, etc. etc. Mais il faut que ça se résolve d'une certaine manière, quoi. Faudrait, dans l'idéal, pour que ça perdure, je pense, réussir à mener ce conflit-là. Mais qui est un conflit qui est compliqué parce que c'est des gens super chauds aussi, donc ça demande de s'organiser aussi, ça demande de s'organiser avec peut-être les réfractaires des cités qui veulent continuer alors que leurs boss veulent qu'ils arrêtent.